Laurent Roland, Tonéniquès, bonjour. Ahmed Arekpa, amis téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland, Tonéniquès, Nassiara écrit ce matin, Radioscopie des élections générales, un code électoral souffre douleur. Bon, Nassiara a trouvé ces mots pour qualifier le code électoral. Et toujours est-il que ce que nous disons depuis un bon moment, ça n'a pas changé notre avis sur le code électoral. Et donc, oui, dans une certaine mesure, il y a nécessité. De toute façon, quand on suit aussi la sortie de l'ancien ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Séverin Quenome, on a bien des sentiments de satisfaction parce que... Satisfaction du tout par rapport? Oui, quoique... même si apparemment il ne parle plus le même langage que le chef de l'État parce qu'il a été déchargé dans une certaine mesure, c'est normal que ces prises de position puissent situer les uns les autres et encourager ceux qui pensent que ce code électoral, il faut modifier certaines dispositions qui, je l'avoue, ça ne changera pas jusqu'à demain, sont certaines dispositions qui sont chrysogènes dans une certaine mesure et qui ne consolident pas le vivre ensemble et ne préservent pas la paix. Et donc, en l'état, oui, c'est un code à revoir et je crois qu'avec toutes les réactions qu'on observe, le pouvoir en place certainement rappellera, excusez, les députés acquis à sa cause à revoir ce code électoral. C'est votre souhait, c'est votre desiderata. C'est pas moi. Après, quand on lit c'est pas moi, c'est beaucoup de titre, oui, mais quand on lit ce titre de Nassiara, est-ce que finalement la lecture à faire n'est pas de se dire que oui, c'est un code qui subit toutes sortes, comment dire, eh bien, je ne vais pas dire d'affres, mais bon, ok, c'est un code qu'on traite de tous les noms, alors vous direz chrysogène, on dira un code qui divise, on dira un code. Finalement, est-ce que le sentiment, c'est pas que on en fait un peu trop quand on parle de code de souffre-douleur? Ça dépend de la position de chacun. Vous savez, ceux qui pensent être à l'abri des difficultés électorales vous diront que c'est le meilleur code de la sous-région et d'ailleurs, ils peuvent même se permettre de dire que c'est le meilleur code du monde entier. Ce n'est pas un problème. Nous sommes en démocratie et chacun est libre d'apprécier avec ses éléments et sa capacité intellectuelle. Je l'avoue, je pense que c'est très important parce que je suis sûr que même au sein de la mouvance présidentielle, il y a beaucoup qui sont conscients de ce que ce code-là, il faut revoir ça. Et donc, oui, moi, quand moi je dis que c'est chrysogène, pour moi, c'est une disposition. C'est un langage que moi, je l'assume. Je n'ai jamais refusé d'assumer ce que je dis. Mais je dis, écoutez, attendons. D'aucuns vous diront que allons expérimenter d'abord, mais quand est-ce qu'il faut expérimenter? C'est quand on va expérimenter que ça va amener des conflits, que là, on va se rendre compte qu'il fallait le faire. Dès lors que nous avons nos capacités intellectuelles en place et que nous savons que ce n'est pas bon qu'il faut modifier, réfléchissons sur la nécessité de corriger, c'est très important. Allez, on va passer à un autre sujet, mais on reste avec, on va dire, les députés, parce que ce sont les députés qui ont voté le code électoral. L'affiche du jour, par exemple, dans sa parution de ce matin, eh bien, nous en parle, non, c'est pas l'affiche du jour, c'est plutôt le révélateur du jour qui nous emmène à l'Assemblée nationale. 3 lois majeures adoptées, on parle de l'affacturage, la répression de l'usure et autres. Il y a l'affiche du jour aussi qui a abordé le sujet. Qui a abordé aussi le sujet, oui. Okay. Je crois que quand on regarde celle-là, oui, c'est vrai. Quand on voit, c'est une... Il faut se féliciter de ce qu'aujourd'hui, il y a une disposition qui concerne la réglementation bancaire parce qu'au niveau des banques, nous subissons parfois un certain nombre de choses de la part des banques et malheureusement sans réglementation, c'est que le client est à la limite grugé ou bien maltraité. Et il faut travailler, trouver des mécanismes pour contrôler, encadrer cela. Quand on parle notamment de la répression de l'usure, par exemple, je crois que c'est très important en l'état parce que, vous savez, moi j'ai fait de l'usure à un moment donné, ce que ça m'a coûté. Écoutez, aujourd'hui, sous nos cieux, ailleurs, quand vous faites de l'usure, ce n'est certainement pas la même situation que vous vivez. Mais sous nos cieux,
il y a une dose parfois de spiritualité que les gens mettent dans cette affaire. D'ailleurs, c'est interdit. Hein. Oui, c'est pourquoi il y a une loi pour la répression de l'usure maintenant. Il y a comme s'il y a une dose de spiritualité. J'ai l'impression que... Que quoi? Non, mais allez-y. Allez-y, développez. Donc, finalement, on vous empêche de trouver les moyens pour venir... Vous ne reprenez pas votre bien. Mais il y a un an, j'ai un ami qui est venu me voir un jour, le soir, pour me dire qu'il a un problème et qu'il a besoin d'1 million et qu'il devait me remettre sa voiture en garantie et qu'il va payer d'ici là. Une belle voiture, RAV4. Je n'avais pas de l'argent, moi. Je lui ai dit, mais écoute, moi, ça laisse ça, voilà. Je n'ai pas d'économie, je n'ai pas. Et j'ai souri, j'ai dit, mais bon, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je vais prier pour toi que Dieu t'aide à trouver des personnes qui peuvent t'aider. Ça fait plus d'1 an que ce monsieur marche. C'est de la peine pour moi. C'est-à-dire qu'il a trouvé quelqu'un à qui il a remis la voiture. Il n'a pas pu récupérer son véhicule. Et le problème, c'est que l'usure, c'est que quand vous déposez 1 million, c'est que vous dites peut-être que en 1 mois, vous payez 100 000 francs. Et donc, 1 mois, vous payez 100 000 francs, 2 mois, vous payez 100 000 francs, 3 mois, vous payez 100 000 francs. C'est-à-dire que quand vous ne payez pas, tant que la totalité n'est pas réglée, voilà, donc, vous ne reprenez vous pas retrouvez votre bien. 10 mois après à payer 1 million et puis vous devez encore 1 million. Et donc, du coup, à un moment donné, quand on finit par faire la somme et que les problèmes s'ajoutent, c'est que vous ne prenez plus votre bien. Et celui chez qui vous avez fait l'usure vous oblige à vendre la voiture et à prendre la grosse part. Et donc, ce monsieur, depuis quelques jours, je le vois en train de marcher. Je me suis fait mon idée automatiquement pour dire voilà un peu, parce qu'à l'époque. Et ces cas, j'en connais plein autour de moi. Moi, j'ai été victime une seule fois. J'ai dû laisser une moto qui est partie comme ça, malheureusement, et j'ai dû marcher pendant un moment avant d'en acheter une autre. Donc, il faut, si c'est que ça se faisait dans les règles de l'art, dans une certaine norme pour protéger. Qu'il y a des règles Non, en fait, à la matière. Je parie que ça se fait dans d'autres pays. Que c'est autorisé, c'est ça? Non, même si ça ne s'est pas autorisé, c'est-à-dire que la dose de spiritualité, demandez aux gens, hein, beaucoup de personnes autour de vous vont vous dire, il y a que ces personnes qui font l'usure ne sont pas toutes de bonne foi. Il y en a qui sont de bonne foi et qui parfois vous aident à vite payer pour rentrer en possession de votre bien. Mais il y a d'autres, dès lors que vous leur remettez un truc comme ça et que ça dépasse à un moment donné, leur intérêt, leur souci, c'est de comment faire pour acheter ça chez vous. Ou alors, c'est de comment faire en sorte que vous n'ayez pas la possibilité de rembourser et puis après, ça devient de la propriété. C'est autant de choses. Maintenant, il y a l'affacturage, par exemple, qui est une nouveauté au Bénin parce qu'on n'en entendait pas trop parler. Mais en fait, je rappelle que l'affacturage, c'est une manière d'aider une entreprise à payer, à rentrer à recevoir ce qu'on lui doit. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise et que vous faites des travaux pour l'État, c'est un exemple que je donne, et que l'État doit vous payer, fixe une échéance, et l'État ne vous paye pas. En tout cas, vous allez voir la société d'affacturage qu'on appelle encore les facteurs, parce que le procédé est appelé factoring. Donc, vous déposez les factures au niveau de l'entreprise d'affacturage qui vous paye ce que l'État vous doit. Et maintenant, il fait face à l'État. Donc, c'est des structures qui seront reconnues par l'État, qui, dans une certaine mesure, si vous êtes entrepreneur et que vous finissez de faire des travaux publics, en tout cas, comment vous appelez? Exécuter des marchés. Des marchés publics, merci. C'est que vous déposez, vous allez voir l'entreprise, vous faites un contrat. L'entreprise d'affacturage, vous faites un contrat, vous déposez les factures que vous avez faites là-bas, vous déposez, l'entreprise vérifie, l'affacturage vérifie au niveau du client si c'est confirmé, donc le contrat est établi. Et cette fois-ci, la société d'affacturage vous paye, mais fait face maintenant au client qui doit rembourser après. Et là, ça se fait avec un taux d'intérêt de, je crois, autour de 0,3% à 2%. Et donc, voilà. C'est vrai que le risque à ce niveau, c'est que vous avez des bénéfices. Vous partagez une partie de votre bénéfice avec, gagner, mais bon, voilà. Donc, maintenant, on attend de voir ceux qui vont créer cette entreprise d'affacturage, parce que c'est là que réside tout le problème. Allez, on parle gouvernance encore, Laurent Roland. On inquiète avec le quotidien Matin Libre qui écrit « Gouvernance de la rupture, coup du marteau de Monseigneur Antoine Gagné ». Enfin, sûrement relatif ce titre aux propos tenus par Monseigneur Antoine Gagné au travers, sinon au détour du colloque. Voilà, sur le code électoral. Monseigneur Antoine Gagné a donné, en tout cas, a fait son appréciation sur la gouvernance Patrice Talon, a essayé d'évoquer un certain nombre de sujets. Je crois que des choses qui ne sont pas étrangères, en tout cas au commun des Béninois, dans une certaine mesure. Et donc, je considère que c'est un sage qui a parlé, et que ce sage qui a parlé, c'est tellement ce qu'il a dit
puisse interpeller suffisamment le chef de l'État pour une remise en cause dans une certaine mesure et que nous puissions, en tout cas, nous acheminer vers 2026 dans la paix, dans la tranquillité pour les Béninois, et que tout se passe pour le meilleur des Béninois. Parce que, comme je le dis, le système talent va partir, le Bénin restera, les Béninois resteront, et puis après. Donc, je crois que le plus important maintenant, c'est d'écouter les voix dissonantes et de tirer le meilleur de ces voix dissonantes et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire de concret, de mieux pour ce peuple, plutôt que de... En tout cas, quand vous regardez les prises de position des gens autour du chef de l'État, je me pose mille questions. Sont-ils là véritablement pour rendre service au chef de l'État, ou bien désormais, ils ont comme mission d'enfoncer le chef de l'État et de sauter pieds joints dans la prochaine mouvance qui sera au pouvoir. Parce qu'on se connaît, hein, quand un pouvoir est à la fin, un président à la fin de son régime pratiquement, de son mandat, ceux qui sont autour de lui, lui glissent peut-être parfois les peaux de banane. Il y a une sorte d'hypocrisie qu'on observe au niveau des acteurs politiques et qui n'ont aucune, comment vous appelez, qui n'ont pas aucune gêne à sauter pieds joints dans un autre camp. Dans un autre camp. En tout cas, il y a ceux qui sont les éternels mouvanciers. Hein. On les connaît, on ne situera pas leur nom pour le faire. On est encore ce matin. Ils sont éternels mouvanciers. Ils ne sont jamais prêts à faire l'opposition. Et donc, oui, attendons de voir ce qui va se passer. Seulement, moi, je le dis toujours, je rappelle le chef de l'État avec tout le respect. C'est lui qui a été élu par les Béninois. Et donc, le bilan, c'est seul lui qui répondra. Boni Yayi a nommé des gens de 2006 à 2016 qui ont posé des actes. Mais après, quand son régime, ceux qui le soutiennent, le chef de l'État, Patrice Talon, je veux le critiquer, ils n'ont à la bouche que le nom de Boni Yayi. Et pourtant, des ministres qui étaient avec Boni Yayi sont encore avec Patrice Talon. Donc, il doit pouvoir comprendre que demain, les mêmes qui sont avec lui et qui ont posé des actes avec lui et qui n'ont pas le courage, à un moment donné, de lui dire ce n'est pas bien, seront les premiers aussi à le désavouer publiquement. Parce que, oui, il va de leur intérêt. Parce que beaucoup parmi eux sont, malheureusement, des carriéristes politiques. Coup du marteau de Monseigneur Antoine Gagné par rapport à la gouvernance de la rupture. Après là, qui estime que la gestion du chef de l'État est une gestion magnanime. Donc après, on a l'impression qu'il n'aime pas forcément les Béninois. Oui, je n'ai pas voulu aller dans les détails des propos parce que les autres comprennent un peu la teneur des propos. Oui, c'est pourquoi ils disent que le chef de l'État, ça interpelle le chef de l'État, c'est à lui de tirer l'essentiel de ce qu'a dit Monseigneur. On ne va pas rappeler ça. Allez, en parlant de gouvernance toujours, Dynamisme Info, je pense que c'est bien le quotidien. Dynamisme Info qui écrit, voilà, contrainte à expliquer les actions du gouvernement. Si le vin était bon, on n'aurait pas besoin de propagande. Oui, à bon vin, point d'enseigne. Et donc, j'ai suivi une déclaration de l'honorable de l'Est. Honorable. Oui, honorable Honoré. Ok. Rachid Gbadawansi, l'honorable Honoré, estimant qu'il fait la route politique, oui, qu'il est un bilan contre bilan. Oui, vous savez, c'est de bonne guerre que le pouvoir en place veuille mettre en lui-même maintenant tout ce qu'il a fait. Et oui, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a eu cette rencontre avec, oui, j'étais du côté du palais du Congrès. Du côté de l'Amazon le samedi, j'ai vu les véhicules. Vous n'avez pris part je n'ai pas pris part, vous savez, à la rencontre. Non, je ne suis pas élu. Et je ne suis pas... Et vous savez très bien que si je ne devais pas oser même me pointer à la porte d'une telle salle de réunion, parce que si quelque chose m'arrivait, c'est que c'est moi-même qui l'aurais cherché. Donc, je ne peux pas oser. J'ai juste fait l'effort de marcher devant le palais des congrès et de continuer tranquillement mon chemin. Vous étiez en mode espion? Non, papillon. J'ai dit j'étais allé faire une activité. Et ça, vous allez sur Facebook, vous allez voir j'étais allé faire une activité pour les enfants autistes du Bénin. D'accord. Donc, parce que j'appartiens à une association qui travaille pour les enfants autistes. Et donc, c'est pour ça que j'étais allé au pied de l'Amazon, on a fait une activité. Donc là, il y a eu les véhicules là-bas. Pour dire quoi? Pour dire, quand on dit que bilan contre bilan, d'accord, je fais partie de ceux qui pensent que oui,
Patrice Talon a fait un certain nombre de choses à apprécier à la tête du Bénin, qu'on ne le veuille pas. Je le dis toujours, je ne suis pas opposant pour venir dire, peindre en noir tout ce que Patrice Talon a fait. Les opposants sont dans leur rôle. Moi, je me dis, je suis dans mon rôle également. Et quand ce n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. Mais sur des choses, des détails, qu'on ne le veuille pas, il faut reconnaître que des efforts ont été faits. Donc, sur cette question, je suis d'accord qu'on parle du bilan. Mais quand on parle de route politique, de quelle route politique il parle, Rachidi Badamassi? Il s'est fait la route politique et il lui fallu la sortie de Boni Yaye Soma par coup pour qu'il ne puisse pas être réélu député. Donc le plus important, c'est qu'il réfléchisse, qu'il le remette en cause. Moi, j'estime fondamentalement que les Béninois n'ont pas besoin de haute politique. Les Béninois ont besoin qu'on les respecte. Les Béninois ont besoin qu'on écoute sur le cri de cœur. Les Béninois ont besoin que les travailleurs soient écoutés et que les conditions de travail des travailleurs soient améliorées. Les Béninois ont besoin que le chef de l'État, à un moment donné, au-delà de tout, essaye de pardonner un certain nombre de choses parce qu'il est le premier magistrat de notre pays. Les Béninois ont envie de voir le chef de l'État dans une autre posture, dans une autre dynamique. Les Béninois ont envie de voir les autorités actuelles respecter les populations qui sont cassées ça et là et qui parfois, certaines parmi elles n'ont pas de dédommagement. Les gens sont à la belle étoile. C'est vrai qu'on dira que c'est un domaine public, mais dès lors que les gens sont sur ce domaine public depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'un jour, ils n'ont pas de bien ailleurs, ils n'ont pas de territoire, de terre ailleurs où ils peuvent aller construire de nouveaux bâtiments et vivre, et que vous devez les casser et trouver la formule juste de peut-être réserver 2 États ou 3 États quelque part et de les remettre là-bas, parce que c'est des Béninois après tout. Et parmi ces enfants, ces parents que vous cassez, ces gens que vous passez, il y a peut-être des enfants qui deviendront un jour ministres ou président de la République. Alors, si ces enfants ont gardé ce souvenir en mémoire et que demain, ils sont présidents ou ministres et que vos enfants devaient passer par la promotion de vos enfants doit passer par ces personnes, imaginez ce que ça peut entraîner. Donc, les actes que nous posons aujourd'hui sont des actes qui déterminent si demain nous aurons la paix et si nous devons avoir le vivre ensemble garanti ou pas. J'estime sur la question que, oui, au-delà de politique, que nous puissions véritablement, que Badama si se penche véritablement sur les questions des travailleurs, j'aurais aimé. Et la haute politique, d'accord, mais les gens ont dit à Soglo dans ce pays que pavé à Minandoua, est-ce que c'est le pavé que nous allons manger? C'est de la même manière que vous écoutez les gens vous dire goudron à Minandoua. Oui, quoique on a mis du goudron à Kwabato, ce que d'aucuns n'auraient jamais pensé de son vivant. Et donc, oui, c'est des prouesses. Mais est-ce qu'à l'heure du bilan. Agla a été asphalté. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça parlera véritablement en faveur de Patrice Talon quand il y aura élection? Est-ce que ce n'est pas la manière dont on met le Béninois au cœur du développement, l'être humain au cœur, des réformes ou des actions de développement? C'est ça qui compte. Quand on dit que le maïs est à 500 francs, quand on dit que le gari est à 500 francs pratiquement, et que en amont ou en aval, il n'y a pas d'action pour assurer qu'on dise que le ministre de l'Agriculture vienne se pointer pour dire que son ambition, c'est d'avoir 1 700 000 tonnes ou bien 2 500 000 tonnes de coton pour la prochaine campagne. Est-ce que c'est ça qui préoccupe les Béninois? Le coton à 2 500 000 tonnes récoltées, là, est-ce que ça permettra à ce que le maïs coûte moins cher? Bien au contraire. En disant ça, c'est que le maïs peut davantage coûter cher. Parce que vous voulez, il y aura plus d'action du côté du coton. Et les producteurs, oui, parce que si les producteurs produisent davantage en quantité le coton, ils n'auront pas le temps pour aller faire d'autres cultures. C'est ça la véritable problématique. Oui, mais on sait que le gouvernement a pris quand même des mesures. Non, j'en viens, je n'ai pas fini pour dire quoi. Donc, quand les ministres aussi disent des trucs comme ça, ça ne rassure pas les citoyens et ça révolte parfois certains producteurs pour dire mais c'est nous qui sommes dans les champs et qui faisons le coton. Donc, quand vous nous dites que vous voulez telle quantité, mais pourquoi on ne dit pas à l'horizon 2000, pour la prochaine campagne, on veut 4 millions de tonnes de maïs. Pourquoi on ne dit pas on veut 8 millions de tonnes de riz? Pourquoi nous puissions avoir l'autosuffisance alimentaire? Parce que nous ne mangeons pas le coton. Et d'ailleurs, juste à ce preuve du contraire, la quantité de coton produite au Bénin, tout n'est pas transformé au Bénin. Il n'y a qu'une partie qui est transformée à Glodigbé là. Le reste est exporté, jusqu'à preuve du contraire. Donc pour dire, c'est de ça que nous avons besoin. Dire que nous voulons faire la haute politique, bilan contre bilan. Attendons de voir. Est-ce que Badama, si nous annonce qu'il sera nommé ministre conseiller, parce que je ne sais pas à quel titre il veut aller défendre le bilan. Oui, il parle Est-ce député honoraire? Des vrais politiciens. Des vrais politiciens. Quand on fait le lien avec justement la question des ministres conseillers, le profil. Non, il a le profil. Voilà, il a le profil. On sent bien que c'est une sorte d'appel de pied ou. Oui, justement, peut-être qu'il annonce les couleurs ou soit il fait appel de pied au chef de l'État pour qu'il soit nommé ministre conseiller, pour qu'il puisse aller se repositionner, parce qu'avec la vague Boni Yaye
dans la 8e circonscription électorale, il sait que ses intérêts sont toujours menacés jusqu'en 2026. Donc, oui, s'il est nommé ministre conseiller, on verra bien le bilan qu'il veut défendre. Je le dis, Patrice Talon a fait des choses à apprécier, mais pas pour autant que on vienne nous brandir des choses pour dire qu'il a fait mieux que tous les chefs d'État de 60 à 2016. C'est une bêtise que de continuer à répéter des trucs comme ça. Allez, Laurent Roland, Antonin, un mot d'éducation avec le révélateur du jour. Non-respect du calendrier scolaire. Yves Chabi rappelle les chefs d'établissement à l'ordre. Chaque année, le même message de nos ministres de l'éducation, de l'enseignement. Chaque année, le même message. Parce qu'à chaque année, c'est le même constat au niveau de cet établissement. Pourquoi ils ne s'asseyent pas avec les promoteurs d'établissements privés pour discuter? Moi, j'ai toujours dit une chose. Et je crois que je l'ai dit depuis des années sur ce plateau. Quand ce message vient, c'est la même chose que je dis. Je rappelle encore ça au ministre Djamil Kouaro ce matin. Les écoles privées apportent, en tout cas, assistent de façon considérable l'État. Parce que l'État, malgré les salles de classe, les écoles dans nos localités, les écoles publiques sont, comment vous appelez, les effectifs sont au-delà de la norme. Quand bien même il y a des écoles privées. Et les écoles privées font un travail assez remarquable. D'ailleurs, même, on constate que la plupart du temps, les premiers aux examens, souvent, viennent des écoles privées. Donc, ces écoles privées doivent être encouragées. Les promoteurs doivent être encouragés dans une certaine mesure. Mais quand on finit de dire ça, quel est l'apport que l'État, en tout cas, donne, la subvention que l'État apporte aux écoles privées? Parce qu'ils sont, qu'on ne le veuille pas, dans un système commercial. Ils vendent, c'est-à-dire les écoles privées, c'est comme s'ils vendent le savoir à nos enfants, en tout cas aux parents qui mettent les enfants et qui payent cher pour avoir un résultat. Et ils assistent l'État. Mais l'État, en réalité, si l'État doit fixer des normes, l'État doit pouvoir trouver la formule d'assister ces écoles, de subventionner en partie ces écoles en matière didactique ou d'accompagnement et autres là. Et à ce moment, l'État peut se permettre de rentrer dans le fonctionnement. Les gens ont un budget, parce qu'ils ont un effectif, il y a un budget, il y a des enseignants à payer, et donc ils ont intérêt à s'arranger pour que le programme soit bien, en tout cas, le programme soit bien exécuté par les enseignants, et que ça se fasse dans un délai assez raisonnable pour leur permettre de ne plus payer trop d'argent au-delà du mois de mai. Et donc, si déjà avec ça, on a toujours des bons résultats chez eux, qu'est-ce qu'on leur reproche? Parce que toutes les écoles pratiquement ont fini leur programme en mai. Hein. Et pourtant... Il y a un calendrier non, mais ce que je vous dis, défini. Il y a un calendrier qui est défini. Si l'État... Il ne sert à rien de se précipiter pour livrer, on va dire quoi, le savoir aux enfants. Mais et pourtant, les enfants, pourtant, l'expérience a prouvé que beaucoup d'écoles privées ont toujours donné les meilleurs résultats. Oui, même 100%. Écoutez, Ahmed Rekwa, vous avez votre école. Vous devez payer les salaires jusqu'en mai. Et ça vous permet d'avoir peut-être un petit bénéfice. Et pour continuer, peut-être construire d'autres modules de classe après, ou d'ouvrir d'autres salles de classe. Et que vous avez fini d'exécuter le programme, donc, alors que ça vous permet d'avoir quelque chose à gagner. Donc, vous voulez que maintenant, puisque vous avez fini le programme, vous disiez aux enseignants, venez et vous payez l'électricité, vous payez les charges. Roland Antonin, qu'est-ce que... Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai tenu la craie enfin, dans une autre de mes vies. Et donc, c'est des pratiques que je maîtrise très bien. Alors, comment ça se passe? C'est qu'on met la pression aux enseignants, justement, pour qu'ils mettent la pression sur les enfants, pour qu'on finisse assez tôt comment on appelle, le programme, ou carrément, on met un arrêt. Voilà. On met un arrêt, tout simplement. Sur la question, je peux ne pas être d'accord totalement avec vous. C'est vrai qu'il y a la pression dans les écoles privées. Moi, j'ai été aussi enseignant. J'ai enseigné la philosophie et le français dans toutes les écoles. Mais je dis une chose, ce n'est pas la pression pour autant. Parce que quand vous regardez même, si vous avez des enfants qui sont dans les écoles privées, vous suivez les cours avec eux au fur et à mesure, vous comprenez que le programme est respecté au fur et à mesure que le temps évolue. Par contre, dans les écoles publiques, compte tenu d'un certain nombre de non-motivations, parfois, les enseignants ne sont pas motivés peut-être à aller au rythme qu'ils doivent aller à des moments donnés. Je ne dis pas que tous les enseignants sont comme ça, mais le plus souvent. Et donc, la motivation aussi participe de ce que, s'il y avait une motivation, vous pensez que les enseignants du public aussi n'ont pas intérêt à finir en mai pour commencer par se reposer en juin
Ils ont bien envie de le faire. Mais parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de motivation. Voilà des gens qui demandent un certain nombre de choses dans les écoles qu'ils n'ont pas. Et vous voulez qu'ils se tuent tous les matins, sous la chaleur, sous tout cela. C'est pour ça que parfois je dis, oui, on peut encadrer. Mais en voulant encadrer, déjà, prenez des dispositions pour aller assister ces écoles d'abord. Appuyer ces écoles. Dès lors que vous mettez quelque chose, vous avez le droit à la parole. Mais si vous ne mettez rien, vous n'avez pas le droit à la parole. Oui, mais vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de ce genre de situation, cela appelle beaucoup de moyens. Et les moyens, c'est ce dont on dispose le plus. Si toutes les écoles, c'est ce dont on dispose le plus. Si toutes les écoles privées fermaient aujourd'hui, vous imaginez le nombre d'enfants qui peuvent se retrouver. Au-delà de tout, c'est du business, Laurent Roland-Tonenquès. Oui, mais c'est du business. Mais ils font c'est de l'entrepreneuriat, c'est un commerce. Et ils ont aussi besoin des subventions de l'État. L'accompagnement de l'État, c'est très important. En tout cas, il y a un cadre qui existe et il faut respecter donc les normes en la matière, respecter le calendrier scolaire. Autrement, eh bien, les uns et les autres s'exposeront aux rigueurs de la loi. Le ministre a été clair sur le sujet. Allez, Le Devoir nous parle de l'âge d'or pour l'Amazone Reiki Amadougou Laurent Roland-Tonenquès. Rapi, 50 ans. Les vœux pleuvent sur elle comme les étoiles du ciel. Il s'agit évidemment de Reiki Amadougou. Oui, 50 ans de vie, un demi-siècle pour elle, et malheureusement qu'elle... Je suis que si elle était hors de prison, ce serait une grande fête célébrée, certainement. Oui, c'est pas... Des gens meurent à 27 ans, même des bébés naissent et meurent en même temps. Mais elle a pu avoir la chance de vivre 50 ans sur terre. Et vous savez... oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés sur son dessein. C'est écrit dans Romains 8, verset 28. Et donc, oui, elle doit peut-être aussi aujourd'hui se réjouir de ce que, bon, elle est en vie, c'est vrai qu'elle est en prison, mais parfois préférer la prison à la vie, dans une certaine mesure. Peut-être que si elle était libre, elle pouvait peut-être ne plus être en vie, ça dépend de toute façon. Bon, maintenant qu'elle est en vie, quel qu'en soit le lieu où elle se trouve, moi je voudrais peut-être l'appeler à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu en toutes choses pour ce qui se passe dans sa vie et se dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie et que ce que tu as prédestiné pour moi, que ce soit ma portion dans une certaine mesure. C'est pas facile, hein, c'est pas facile de devoir se retrouver dans cette situation où je suis sûr qu'elle serait en train de se faire les idées. Si elle n'était pas en prison, le nombre de personnalités du monde entier qui devaient lui envoyer un message, qui devaient lui envoyer un cadeau, qui devaient lui envoyer un message d'encouragement, un message d'affection, un message de solidarité, d'appui. Autant. Et puis, je sais quand elle se retrouve en prison, combien de personnes ont envie peut-être d'aller l'assister, mais qui n'auront jamais le courage parce que, craignant les représailles dans une certaine mesure, la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est beaucoup de courage. Et puis après le courage, on lui dira longue vie. Longue vie. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. On connaît la suite. Je ne dis pas que d'office, elle sort de prison, elle sera président de la République. C'est pour dire en fait qu'elle peut faire 20 ans de prison et sortir et encore avoir la tête sur les épaules et avoir quelque chose à apporter à sa communauté. Le plus important, c'est de toujours avoir les yeux sur Dieu. Le plus important, c'est de toujours garder l'espoir de ce que, oui, c'est un temps qui passe, c'est un mauvais vent qui souffle. Et tout mauvais vent qui souffle finit toujours par se calmer. C'est très important. On en sait un peu plus, Laurent Roland-Tonenquès, sur la reprise annoncée, permettez que je m'exprime ainsi, de la marche contre la cherté de la vie, les confédérations à nouveau dans les rues le 11 mai. Mais auparavant, demain, à la Bourse du Travail, un géant meeting est programmé demain, 1er mai. On rappelle aussi que la CSTB a eu une activité de prévue dans ce sens. Oui, ça fera alors 2 marches. C'est un meeting au niveau des confédérations. Alors qu'au niveau de la CSTB, c'est une marche. La CSTB a prévu une marche de l'Étoile Rouge vers le Carrefour in Africa, pour du travail. Et donc, ça se passera demain. C'est ce que Kassavan pourra dire sur notre plateau. Oui, et puis ça va se passer demain. Et puis après, les autres dont la marche a été empêchée se retrouvent le 11 mai.
ce que je vais juste rappeler, c'est que l'État prenne ses responsabilités pour encadrer les marches plutôt que de vouloir réprimer. Ce n'est pas bien, ça ne donne pas une bonne image au plan international. Je rappelle qu'à un moment donné, les gens ont dû marcher pour permettre à Patrice Talon de revenir des îles, que ce soit Patrice Talon, que ce soit, comme vous appelez, Olivier Bocor, tous ceux-là qui étaient en exil. C'est parce qu'à un moment donné, les gens ont marché, parce que les gens ont dénoncé, les gens ont manifesté à un moment donné que oui, ils ont eu la chance de revenir au pays. Et donc aujourd'hui, vouloir empêcher les marches et les manifestations, je ne sais pas à qui ça profite, pourquoi on le fait, pourquoi on tient coûte que coûte à empêcher les gens de s'exprimer, alors qu'il y a bien sûr un sentiment du mal-être général dans le pays. Vous allez à tous les niveaux, les gens se plaignent. Il y en a qui feront l'hypocrisie de vous dire tout va bien pour eux. Mais au fond, ça ne va pas. Et donc, permettez aux travailleurs de se libérer. Parce que quand vous êtes dans une sorte de frustration et que vous n'avez même pas le droit à la parole pour vous exprimer, pour vous vider parfois, ça vous ronge. Et je parie que beaucoup de travailleurs se retrouvent dans cette situation. Vous avez vu quelques banderoles qui étaient prévues pour la marche du samedi. Quand vous lisez les banderoles, vous comprenez que les gens, ça fait longtemps qu'ils attendent l'occasion pour parler. Mais ils n'avaient pas les espaces pour parler, pour s'exprimer. Laissons les gens parler. Et puis, manifester, encadrons, parce qu'il y a ainsi là-dessus. Et je dis aux syndicalistes aussi, vous avez demandé une marche pacifique, faites une marche pacifique. N'allez pas essayer d'estiper, de vous rendre quelques brebis galeuses qui pouvaient continuer, commencer par faire des castes dans cette mesure. On ne souhaite pas ça. Et que les forces de l'ordre comprennent aussi qu'ils sont en mission pour la République, d'accord, mais ils font partie des travailleurs du Bénin. Et donc, quand les travailleurs manifestent, c'est aussi une occasion pour eux. Vous auriez souhaité qu'ils manifestent aussi? Non. C'est-à-dire, leur rôle maintenant, ce n'est pas de manifester, mais c'est d'encadrer. Ce n'est pas de vouloir réprimer en lançant les gaz lacrymogènes, ou bien en menottant les gens, ou en arrêtant les gens. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné de l'histoire, vous vous retrouvez en difficulté. Je rappelle ce que j'ai dit hier par rapport à Ansel Moussou qui disait aux policiers devant la bouche du travail samedi pour dire est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé à vos collègues du Natidingo? Quand ils étaient devant la justice, la police ne leur a pas donné d'avocat. Donc ils ont dû se défendre seuls. Pareil, ce matin, je lis à la une d'un journal que dans le cas du décès du monsieur qui est décédé à Akpé, 2 policiers sont déposés en prison. Donc, à un moment donné, même si on vous donne des instructions au téléphone, c'est possible pour dire... comparaison n'est pas raison, parce que ces 2 cas que vous évoquez sont des cas d'excès de zèle. Non, mais le problème, il y a la mission confiée à l'officier des forces de l'ordre, d'accord. Puis il y a la manière dont il accomplit cette mission. Si dans l'accomplissement de cette mission, il fait preuve d'excès de zèle, il en répond. Après, quand on dit... Je vous dis quand la mission, c'est empêcher la marche, on empêche la marche. Non, mais je vous dis, ce que je n'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, quand un policier est sur le terrain face à une situation à un moment donné, quand le chef hiérarchique veut lui dire oui, tirez, allez-y là, il n'y a pas de note que vous signez qui prouve que c'est le chef qui vous a dit de faire. D'accord? Juste sur un coup de fil, parce que les talkie-walkie peuvent fonctionner, on vous dit oui, à l'attaque. On vous dit ça, vous faites, d'accord. Mais après, le chef peut vous dire qu'il n'a jamais dit ça. Parce que c'est vous seul qui êtes face à vos responsabilités et qui vous défendez. C'est de ça que je parle pour dire quoi? Oui, on vous envoie en mission, sachez vous envoyer. Merci à vous, Laurent Roland Tonéi, qui est